Eh bien, bonjour, nous allons commencer la journée. Donc, bonjour et bienvenue au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux pour cette journée d'études, des rencontres de bibliothèque d'art et d'histoire de l'art consacrées à la gestion des périodiques. J'en profite tout de suite pour féliciter et remercier l'INHA, donc Jérôme et Anne Cardinel, et le comité scientifique pour l'organisation de cette journée. Et côté musée, je tiens aussi à féliciter et à remercier Marie Ferrini, qui doit être là dans la salle, pour avoir œuvré à l'organisation de cette journée. Je tiens à remercier aussi l'équipe de l'auditorium qui est derrière et qui s'occupe de la technique, et le personnel d'accueil du CMS aussi pour leur gentillesse. Alors je ne vais pas m'éterniser parce que le programme est riche et dense et je ne voudrais pas qu'on prenne de retard, donc je vais juste vous rappeler qu'on propose à la fin de cette journée une visite de la médiathèque, et on m'a demandé de teaser un peu cette visite, enfin en tout cas de vendre un peu la la médiathèque du musée. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une bibliothèque de musée qui est composée d'une bibliothèque de recherche, d'un salon de lecture, d'une iconothèque et d'un service d'archives, et qui du coup, du fait de cette nature composite, a des missions qui sont un peu singulières par rapport à d'autres bibliothèques plus traditionnelles. Donc vous serez amené à les découvrir si vous participez à ces visites. Vous verrez concrètement, par exemple avec le fonds L'Autonomie de Breteuil que vous présentera ma collègue Sarah Friou, tout l'intérêt qu'il peut y avoir à avoir dans une même entité un service de recherche et une bibliothèque. Donc il me reste à vous souhaiter des échanges nourris, fructueux, enrichissants. Et si jamais à l'issue de cette journée vous arrivez à simplifier un peu la gestion des périodiques, tout le monde vous en sera très reconnaissant. Voilà. Et je passe la parole à Jérôme. Merci Paul-Emmanuel. Je serai également très bref. Donc, heureux de dire un mot d'ouverture avec mon collègue du musée du Quai Branly, donc au nom de l'Institut national d'histoire de l'art et de son directeur général, Éric de Chassec, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Je remercie le musée du Quai Branly Jacques Chirac pour l'accueil et la co-organisation de cette journée, les équipes de direction de la bibliothèque du département du patrimoine et des collections et médiathèque, si j'ai bien compris votre organigramme complexe, comme le nôtre du reste, tous les organigrammes, donc Lucille Grand, Paul-Emmanuel Bernard. Je voudrais remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont été impliquées dans la préparation de ces journées, au premier rang desquels les collègues qui se sont impliqués dans ce qu'on a appelé dans ce programme le comité scientifique. Donc sans vous, d'évidence, pas de contenu aujourd'hui. Pas de contenu les fois précédentes à ces rencontres professionnelles. Donc un grand merci, je ne vais pas égrener vos noms, vous vous reconnaissez et le merci est sincère. Au sein de ce comité, le trio en fait, qui a porté l'organisation concrète en fait, de la journée, Sophie Dérault, directrice adjointe de la bibliothèque de l'INHA, Marie Ferrini au musée du Quai Branly et bien sûr Anne Cardinal qui pour l'Institut national d'histoire de l'art porte au quotidien l'animation de notre réseau professionnel. Je n'oublie pas toutes les équipes techniques ici même et bien sûr aussi du côté de l'Institut national d'histoire de l'art, notamment au sein du service des manifestations et du service de la communication. Alors, les collègues qui parmi vous sont habitués à assister à ces journées savent que l'Institut national d'histoire de l'art, donc qui est un établissement public créé en 2001, est porteur d'une mission nationale, enfin de plusieurs missions, mais entre autres choses d'une mission de fédération et d'animation de notre discipline, donc l'histoire de l'art au sens large, et par là même aussi l'archéologie, l'histoire de l'architecture et plus largement les sciences du patrimoine. En créant l'Institut national d'histoire de l'art en 2001, le politique a choisi de regrouper en un seul lieu des chercheurs issus à la fois du monde universitaire et des musées, donc de tutelles multiples, d'appuyer en fait ce travail de recherche nationale dans notre discipline sur un équipement documentaire qui est devenu la Bibliothèque nationale d'histoire de l'art. Je ne vais pas en refaire l'histoire, et bien sûr d'ouvrir l'ensemble de ces services documentaires et de cette activité de recherche au milieu professionnel, donc aux fondations, au marché de l'art, aux galeries, commissaires-priseurs, etc. C'est en fait à travers cette mission et cette forme d'obligation en fait de nous réunir, d'animer nos activités professionnelles qu'est née progressivement l'idée d'une rencontre
des bibliothèques d'art, qui a eu lieu d'abord autour d'un petit groupe de personnes plutôt parisiens, et qui s'est progressivement structuré sous la forme des journées que nous connaissons aujourd'hui. L'idée est donc de vous regrouper au moins une fois par an, mais on le fait aussi, et Olivier Mabi en est l'artisan, une fois par an autour de questions de catalogage, plutôt au mois de novembre. Je crois qu'il y a déjà une date cette année qui vient un peu plus tard dans l'année, mais je l'ai bien sûr oublié et pas noté en prenant mon café ce matin. L'idée est donc de regrouper des bibliothécaires qui travaillent dans des structures documentaires universitaires, dans des musées, dans des fondations, dans des écoles d'art et d'architecture notamment. On s'appuie bien sûr pour cela, et le comité scientifique en est la manifestation, sur des réseaux professionnels préexistants, BEAR pour les écoles d'art, Archires pour l'architecture et bien sûr le C2RMF pour le réseau des bibliothèques des musées nationaux. Chacune de nos journées est articulée autour d'une thématique. Celle de cette année donc, est consacrée, Paul-Emmanuel l'a rappelé, à la gestion des périodiques. Donc je ne vais pas paraphraser le programme, vous l'avez certainement sous les yeux. Il y sera question de PCP, de système de gestion de périodiques, de valorisation de ces collections, de Mirabel, d'autres de bases de données spécialisées. Et on va commencer par une digression en fait par rapport à ce programme pour un point d'étape sur le projet de portail des bibliothèques d'art, peut-être aussi 2 mots sur la convention qui va structurer notre réseau. Et je laisse tout de suite la parole à Sophie Dérault, Anne Cardinal et Amandine Nguyen, qui a rejoint notre équipe il y a quelques mois et qui nous a permis, Amandine d'ailleurs, d'avancer très vite sur la finalisation de cette première brique de portail. Et je vous souhaite donc une bonne journée d'études. Je crois qu'on est déjà à l'heure, en fait. Bonne journée. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Comme le disait Jérôme, nous allons commencer cette journée avec 10 minutes de bonheur, car nous allons expliciter les avancées récentes qu'il y a eu concernant la structuration du réseau des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art, qui se nomme désormais officiellement le réseau Bibart. Moi, je vais être très rapide sur un mot avant de laisser la place à quelque chose de plus visuel, qui donne suite à ce qu'on vous avait montré l'année dernière. Pour vous mentionner juste que la convention qui va structurer le réseau, Jérôme a mentionné que le réseau s'était petit à petit structuré depuis son ouverture. Nous avons à cœur depuis 2 ans maintenant de rédiger une convention qui liera les différents membres du réseau de manière relativement souple pour permettre la naissance de projets, l'intégration aisée de nouveaux membres une fois cette convention fondatrice signée, mais qui permettra aussi d'asseoir ce réseau et de le faire voir à nos différentes tutelles, notamment de déterminer un petit peu les rôles de chacun, d'officialiser quelque part le réseau. Donc cette convention a été rédigée, elle est prête. Anne devrait vous contacter pour savoir exactement quelles sont les responsabilités de signature. Et une fois que tout ça c'est fait, nous l'enverrons aux différents établissements constituant le réseau pour signature. Et nous serons très heureux une fois que cette opération sera terminée. Outre cette convention, on continue dans la structuration et la visibilité du réseau des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art par ce qu'on vous promet maintenant depuis un certain temps, qui est la première brique du portail. Je ne vais pas être très longue, mais vous vous rappelez peut-être pour certains d'entre vous que le portail des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art, que nous souhaitons mettre en œuvre pour donner plus de visibilité aux différents membres du réseau et à leurs activités, va se constituer de plusieurs briques. La première étant un portail cartographique qui est désormais prêt dans une première version. Il y aura toujours des modifications possibles ici et là en fonction des retours des uns et des autres, mais le portail a désormais une URL, un graphisme et globalement des données qui ont été nettoyées. Merci d'ailleurs à toutes et à tous qui ont participé à ce nettoyage de données. Et je laisse sans plus attendre la parole
à Amandine. Bonjour. Alors, je ne sais pas comment on relie normalement. Que je tiens d'ailleurs à remercier très fortement pour son implication ces derniers mois sur ce portail lui-même. Alors, bon, c'est une démo, donc forcément, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est le visuel qu'on ne voit pas, mais bon, tant que la démo fonctionne. Donc là, ce sera la page d'accueil qui est très simple, en fait, qui se compose d'une barre de recherche dans laquelle vous pouvez chercher votre bibliothèque, donc soit par lieu, par adresse, par région, ou en tapant le nom de la bibliothèque. Donc, imaginez une grande image derrière Réseau des Bibas. C'est un peu plus joli que ça, normalement. Donc voilà, avec Rennes, par exemple. Donc voilà, on tombe sur Rennes avec quatre bibliothèques. Et ensuite, il suffit de cliquer sur le petit bouton de localisation, donc pour voir apparaître soit les différents domaines, les icônes des différents domaines, et la fiche également de description avec toutes les données que vous nous avez transmises. On peut également faire une recherche depuis cette barre de recherche, là aussi, ou alors, je viens de dézoomer, ou alors carrément faire une recherche sur la carte. Ça marche un peu comme Google Maps, en fait, c'est très simple. Là, sur le côté, c'est des filtres. Donc, on peut filtrer par domaine. Si on veut, par exemple, une bibliothèque d'architecture, toutes les bibliothèques d'architecture, par type de public, période couverte, aire géographique. Donc, voilà. Donc, pour GoGoCarto, c'est bon. Donc, c'est très simple. Je vais peut-être montrer rapidement le LibGuide. Je pense qu'on a le temps. Et donc, pour celles et ceux qui s'en rappellent, la deuxième brique du portail, après cette brique cartographique qui s'adresse vraiment autant aux professionnels qu'au grand public, de manière à localiser les bibliothèques d'art, quelle que soit leur tutelle, quel que soit leur réseau d'appartenance institutionnel ou non institutionnel, en tout cas tous les membres du réseau. Donc il y avait cette première brique cartographique, assez simple, qu'on a voulu simple et efficace avec votre aide. La deuxième brique étant, pour le coup, en cours d'enrichissement et en cours de réalisation, se compose de ce qu'on appelle un LibGuide. Certains d'entre vous en ont sans doute, c'est quelque chose qui est assez courant dans le monde des bibliothèques. Et ce sera donc un LibGuide qui répondra esthétiquement et en termes de fiches, comme celle que vient de vous montrer par établissement Amandine, qui répondra donc au portail cartographique. Donc, pour le moment, n'ayez pas peur, c'est encore l'interface professionnelle, ce sera beaucoup plus joli à la fin. Mais l'idée étant petit à petit d'enrichir ce LibGuide avant un lancement plus officiel avec des données que je laisse Amandine présenter pour le moment. Donc pour l'instant, ce qu'on a, c'est la partie répertoire des bibliothèques qui se présente sous cette forme avec les régions, les cartes des régions. Donc on peut soit cliquer sur la région concernée et on a la liste de toutes les bibliothèques de cette région. Ensuite, il suffit de cliquer sur « En savoir plus » pour avoir la fiche détaillée, un petit peu comme ce qu'il y avait dans GoGoCarto, et avec, évidemment, là forcément ça ne marche pas, mais là c'est le petit widget GoGoCarto, donc c'est localisé dans GoGoCarto directement. On peut aussi donc chercher grâce aux onglets. Voilà. N'ayez pas peur, il y aura des logos. Évidemment, les logos des institutions, on ne va pas mettre le logo de l'INHA sur chacune des pages institutionnelles. Par exemple, là, avec, sur la Réunion, on a le logo. Voilà. Oui, d'ailleurs, si vous pouviez nous transmettre votre logo,
qu'on puisse le mettre en ligne, donc avec une grande taille de préférence. Par exemple, pour le logo de la Réunion et de l'INHA, c'est assez grand. Donc l'INHA, c'est 1150 par 358 pixels. Et pour la Réunion, c'est à peu près pareil. Je crois que j'en ai fini pour cette partie. C'est bon. Donc l'idée pour la suite, en fait, c'est donc une fois que ce répertoire sera terminé, de structurer le reste du LibGuide avec ce qui avait déjà été évoqué lors des groupes projets et qui fera d'ailleurs l'objet de nouvelles réunions autour du reste des contenus sur évidemment les présentations des réseaux divers et variés, mais aussi les contenus plus inédits, entre guillemets, ou plus originaux sur les tutoriels, par exemple, les bibliographies, etc. L'idée, c'est vraiment de construire un portail brique par brique. Voilà, donc évidemment, nous sommes totalement à votre disposition si vous avez des questions, par la suite, par mail, ensuite. Nous diffuserons de toute façon l'URL du portail cartographique, donc vous pourrez, chaque institution pourra le regarder tranquillement, nous faire des retours si nécessaire. Et nous vous contacterons bien entendu très prochainement pour la suite des opérations. Merci. C'est toi qui présente la transition ? Ok, d'accord. Donc, nous allons laisser la place à la présentation de Valérie Chagnu-Imbert, qui est responsable de la bibliothèque du C2RMF et du réseau des bibliothèques de musées nationaux. Lucie Tanguy, qui est responsable des périodiques et des bases de données pour le C2RMF et le même réseau de bibliothèques des musées nationaux, pour une présentation sur la refonte d'un système de gestion de périodiques, le cas, vous l'aurez deviné, du réseau des bibliothèques des musées nationaux. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je voulais remercier aussi Monsieur Bernard pour l'accueil dans ce magnifique musée et Monsieur Bessières pour l'invitation à participer à nouveau au réseau des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art et notamment à cette rencontre. En 2018 plutôt, je crois que quand on a commencé à relancer ensemble ces rencontres et ce réseau, j'étais intervenue pour présenter le réseau des bibliothèques des musées nationaux. C'est un réseau que je réactivais avec ma petite équipe, d'ailleurs je vais vous présenter tout ça. Et dans le cadre de cette présentation, j'annonçais que nous allions changer d'outil. Enfin, nous étions dans une réflexion d'un changement d'outil pour le réseau. Donc c'est un petit clin d'œil à cette première présentation, puisqu'aujourd'hui, vous allez voir qu'on est dans une logique de changement. Donc c'est toujours motivant de s'apercevoir qu'on arrive quand même à progresser. Voilà, donc on va essentiellement, Lucie et moi, vous présenter une réflexion autour d'une gestion mutualisée des périodiques du RBMN, une réflexion à partir des collections de périodiques de la bibliothèque du C2RMF. Voilà, vous voyez bien, oui. Donc ce sera un plan en 5 parties. Le C2RMF pilote du RBMN, donc on vous fera une petite présentation, enfin je vous ferai une petite présentation de cette institution. Le RBMN, ses missions, ses actions auprès des bibliothécaires du réseau. Le RBMN, ses multiples et précieuses collections. Ça, je passerai la parole à Lucie à ce moment-là. La bibliothèque du C2RMF focus sur ses publications. Puis je reviendrai sur le RBMN et les outils pour afficher des collections de périodiques. Le C2RMF, c'est un établissement, un service à compétence nationale créé en 1998, dont l'objectif est de mettre en œuvre, en liaison avec les conservateurs responsables des collections, la politique du service des musées de France en matière de recherche, de conservation préventive, de restauration des collections des musées de France et de constituer, l'objectif étant aussi de constituer, conserver une documentation sur les matériaux, les techniques et la restauration des œuvres et des musées.
Le C2RMF, depuis 2016, est tête de réseau, du réseau donc, des bibliothèques des musées nationaux, que je vais nommer RBMN. En 2016, l'objectif était d'animer, de réanimer et d'animer le réseau et de créer du lien entre les bibliothèques, de valoriser les collections bibliographiques, d'améliorer l'efficacité collective, de partager les expertises et d'enrichir un catalogue mutualisé qu'on appelle le CCBMN. La cellule du réseau, on est trois bibliothécaires, donc on est une toute petite équipe. Donc moi je suis responsable du réseau, je suis chargée d'animer, le piloter et de gérer la bibliothèque du Carrousel, avec bien évidemment à mes côtés Pascal Gillet, qui est chargée des collections bibliographiques de la bibliothèque du C2RMF, qui est formatrice auprès des catalogueurs du réseau, co-administratrice avec moi du catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux. Et puis à mes côtés aujourd'hui, Lucie Tanguy, qui elle est chargée des collections des périodiques de la bibliothèque et du catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux. Vous l'avez compris, bien évidemment, en plus de ces actions de pilotage et d'animation du réseau, on a une gestion d'une bibliothèque. Les missions spécifiques de notre cellule, donc je détaille un petit peu, une administration fonctionnelle de la base de données. Aujourd'hui, on est encore sur Aleph 500 d'Ex Libris, mais demain, c'est-à-dire l'année prochaine, on passera à un autre outil. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. On organise des réunions plénières biannuelles des membres du réseau. On fait un suivi des commandes annuelles d'achat d'ouvrages qui sont proposées par les bibliothèques du réseau, un catalogage sur Aleph 500, un suivi des périodiques sur l'USIGB, une distribution régulière des ouvrages commandés, des groupes de travail thématiques annuels, un plan de formation annuel et un plan de communication et de valorisation. Alors, pour continuer de rentrer un petit peu sur ce réseau, parce qu'en fait, je vous ai expliqué ce qu'on faisait, mais maintenant, pour qui le fait-on ? Eh bien, ce réseau regroupe des bibliothèques de musées nationaux au service des œuvres. C'est un réseau qui témoigne de la diversité des fonds bibliographiques et valorise les collections, qui sont des collections de bibliographie, des collections de périodiques. Je vous en parlerai un petit peu plus. Il réunit des bibliothèques d'histoire de l'art et de l'archéologie. Ce sont des bibliothèques de recherche et d'études qui alimentent et consolident la connaissance des données sur la conservation des œuvres des musées nationaux. Et bien évidemment, elles documentent aussi les œuvres conservées dans ces musées, mais aussi ceux restaurés ou étudiés au C2RMF. En chiffres, c'est 20 bibliothèques sur le réseau francilien. Donc le C2RMF, c'est juste par ordre alphabétique. Donc C2RMF, le château de Malmaison et de Bois-Préau, la cité de la céramique Sèvres et non Paris, j'ai fait une erreur, le musée d'Orsay, le musée de la Rongerie, le musée de Port-Royal des Champs. Hop. Je reviens en arrière si je peux. Voilà. Le musée de Port-Royal des Champs, le musée du Louvre, le musée du Moyen-Âge Cluny, Guimet, le musée de Fontainebleau, le musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, le musée de la Renaissance à Écouen, le musée Picasso Paris et le musée des monuments français. 4 musées aussi en Nouvelle-Aquitaine, le musée napoléonien sur l'île d'Aix, le château de Pau, la cité de la céramique, le musée Adrien Duboucher à Limoges, le musée national de la préhistoire, les Hésites-Taillac. Dans les Hauts-de-France, le RBMN regroupe le musée franco-américain du château de Blérancourt, le musée national du château de Compiègne, le musée national de la voiture et du tourisme à Compiègne. À Dijon, pour la région Bourgogne-Franche-Comté, le musée Magnien. Et puis, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le musée Chagall, le musée Fernand Léger, le musée Picasso, et enfin en Corse, le musée national Malmaison. Bonaparte à Ajaccio. Donc tout n'est pas, comme vous le savez, tout n'est pas regroupé sur le territoire francilien, fort heureusement, mais avec une très grande, bien évidemment, occupation de ce territoire, parce qu'il y a 20 bibliothèques sur l'Île-de-France. Le catalogue collectif est enrichi par ces bibliothèques. Donc, c'est donc encore une fois le catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux, qui regroupe aujourd'hui un petit peu plus de 600 000 notices bibliographiques et qui est interrogeable à l'adresse qui s'affiche jusqu'en novembre-décembre 2023. Il faut savoir que depuis mars de cette année, nous préparons une migration dénodée de ce catalogue vers donc ce nouvel SIGB, c'est-à-dire celui nommé Syracuse d'Archimède.
Nous avons notifié un marché en février de cette année. Le RBMNC multiple et précieuse collection. Je passe la parole à Lucie. Tiens. Donc nous avons des collections à l'image des musées nationaux du réseau dont nous faisons partie. Donc les collections des différentes bibliothèques sont en adéquation avec les collections des musées. Elles sont sous forme multiple. Nous avons des catalogues de vente, des fonds patrimoniaux, des revues techniques, entre autres. Elles sont sous diverses langues aussi, très variées et très complexes à gérer. Elles couvrent des thématiques telles que la recherche en physique-chimie, la restauration, l'archéologie, une période d'histoire de l'art qui va de la préhistoire à l'art contemporain, la muséographie et la muséologie. Donc elles sont sous format papier, mais aussi sous format numérique. Donc, malheureusement, le constat est fait qu'elles ne sont pas toutes signalées dans la base et font parfois l'objet de fichiers annexes. Donc un petit historique de la situation dont nous avons hérité à la reprise du réseau. Donc en 2017, les abonnements de périodiques représentaient 221 titres de périodiques, commandés et bulletinés à distance sur le SIGB par moi-même, sur le SIGB Aleph 500, et nous assurions aussi une distribution régulière de ces titres auprès des bibliothèques du réseau. Donc 3 ans plus tard, après avoir utilisé différents groupeurs, nous avons constaté un échec de cette gestion à distance et préféré redéployer les titres de périodiques et leur gestion budgétaire vers les SCN. Donc en 2021-2022, un second constat, nous avons constaté des désabonnements sur certains titres, des collections incomplètes lors de cette reprise, un bulletinage irrégulier parce que les collègues des musées n'avaient pas prévu de consacrer du temps à cette tâche. C'est une mission supplémentaire qui est apparue en cours de route. Et également parfois du pilon non annoncé ou des dépouillements éparses ne figurant pas sous les bonnes notices bibliographiques, ce qui crée une couverture documentaire incomplète. Donc, pour essayer de pallier ce problème, nous avons proposé un accompagnement à la gestion des périodiques par des aides en ligne, la création de tutos, des formations en présentiel, et une aide particulière sur la création des notices HOL qui est particulièrement complexe dans ce logiciel. Donc nous avons choisi de prendre 2 exemples pour illustrer une dispersion de l'information sur ce SIGB. Donc il s'agit de la revue des musées de France et également l'objet d'art, qui sont 2 revues très, très importantes pour notre réseau. Donc pour la revue des musées de France, rien que dans le module périodique, puisque notre logiciel fonctionne sur plusieurs modules. Donc quand on fait une recherche, nous avons 10 notices bibliographiques qui apparaissent, sans qu'il y en ait une complète. Donc parfois, il y a des exemplaires, parfois c'est seulement des articles, de faire des dépouillements, et parfois des notices même quasiment vides. Ça, c'est valable pour la revue des musées de France, et également pour l'objet d'art, où certaines sont avec exemplaires et d'autres avec des articles de dépouillement. Et une 3e qui est réservée aux hors-série. Donc nos collections sur Aleph 500 ont des lacunes, des ruptures, et le traitement des numéros est parfois anarchique malgré la mise en place de formations et la rédaction de référentiels ainsi que des essais de contrôle régulier du catalogue. Donc, pour être un peu plus clair sur les problématiques de ce SIGB, c'est que on commence par créer une notice bibliographique commune. Ensuite, chaque bibliothèque crée un abonnement, lui relie une notice HOL qui fait le lien avec les exemplaires. Il crée un modèle de réception et une fois qu'on a toutes ces étapes, on arrive au bulletinage. Donc cette méthode est source de disparité d'affichage dans le catalogue collectif puisque chacun crée son modèle de réception un peu comme il veut, mais je pense surtout comme il peut. Donc d'où la difficulté de signaler les titres de périodiques dans son logiciel.
Donc, le C2RMF a proposé de soutenir les bibliothèques en 2020 lors du redéploiement de la gestion financière de ces périodiques, en continuant à créer les notices HOL et les modèles de réception. Mais ce soutien s'est révélé plus complexe à mettre en place pour des investigations de bulletinage rétrospectif, parce que moi, au moins les titres qui ont été redéployés, je les ai bulletinés pendant quelques années, donc au moins je les connaissais. Et pour ce qui est du bulletinage rétrospectif, je suis moins efficiente parce que je ne connais pas forcément les titres et l'accompagnement à distance est plus compliqué. Donc nous allons maintenant nous centrer sur les publications du C2RMF. Donc, les bibliothèques du C2RMF étaient auparavant, il y a peu, localisées à Paris et Versailles. Nous avions 2 bibliothèques sur 2 sites, une moyenne de 170 lecteurs par an, des étudiants, des chercheurs et des personnels du musée. À vrai dire, on a plutôt, on consulte beaucoup en interne. Il y a également 1000 lecteurs par an dans le réseau des bibliothèques des musées nationaux. Les lecteurs internes consultent peu le catalogue collectif et préfèrent en général nous envoyer des mails ou nous contacter directement pour avoir les résultats de leurs recherches. Donc, les collections de périodiques sont à consulter uniquement sur place. Une bonne partie sont reliées. Alors, nous avons certaines collections complètes, d'autres lacunaires, et un état de collection des périodiques de notre bibliothèque assez peu visible sur le SIGB. Donc nous avons en mars 2023 fermé la bibliothèque de Versailles. Donc il a fallu faire un travail de redéploiement des périodiques soit vers l'antenne de Carrousel, soit vers le fort un lieu de conservation au fort de Saint-Cyr. Et donc, il s'est avéré avec ce travail que certaines revues étaient conservées, étaient achetées en double pendant un certain temps. Et donc, nous avons essayé de dédoublonner et de désherber un maximum les titres sur ces 2 sites. Mais c'est toujours un peu le même problème. Ce logiciel n'a pas de grande souplesse pour effectuer des travaux de dédoublonnage, surtout au niveau des périodiques. Donc, je vais vous exposer les principaux titres dont nous avons la collection qui sont consultables à la bibliothèque de Carrousel. Donc, pour le côté documentation bibliothèque, nous avons Archimag, que nous conservons 2 ans, I2D et la Gazette des Archives. Pour les actualités en histoire de l'art, Connaissance des arts, la Gazette de l'Hôtel-Drouot, le Journal des arts et l'Œil. Pour ce qui concerne l'art et l'archéologie, nous avons Archéologia. Donc, entre parenthèses, il est indiqué que ces revues sont aussi conservées par d'autres établissements de notre réseau. Donc, il y a aussi Dossier d'archéologie et l'objet d'art. Donc, pour ce qui est des revues d'histoire de l'art, nous avons Histoire de l'art, Revue de l'art très demandée dans le réseau, Burlington Magazine également, Perspective et Master Drawings. Pour la muséologie, nous avons Musées et collections publiques de France. Au moins 8 bibliothèques sont intéressées par cette revue. Museum Management and Curatorship. Nous avons également une catégorie dédiée aux monuments. Donc nous avons Monumental et Bulletin Monumental. Enfin, la conservation-restauration. Nous avons Techné, notre production. Support tracé, Studies in Conservation, Journal of American Institute for Conservation, Journal of Archaeological Science, National Gallery Technical Bulletin, The Picture Restorer, Hamilton Care Institute Bulletin, et également des revues dédiées aux mesures scientifiques et à la recherche. Donc Archéométrie, Coloration Technology, Radiocarbone, Metala, Journal of Field Archaeology, Historical Metallurgy. Donc nous avons constaté depuis 7 ans la reprise du réseau des modalités d'abonnement dégradées. Donc sur 7 ans, on a notifié plusieurs marchés avec plusieurs groupeurs différents. Et malgré nos tentatives variées, l'insatisfaction est complète et croissante d'année en année.
Il y a également des soucis du côté administratif de notre côté, puisqu'on avait grand espoir dans l'utilisation de la carte achat, et cette année, il s'est avéré que la procédure a été complexifiée. Nous avons aussi un problème financier sur une augmentation des coûts d'abonnement et de nouveaux frais de douane qui sont apparus cette année. Et nous avons aussi des problèmes de problématiques de conservation des archives pour les abonnements numériques. Donc, nous avons une volonté de faire évoluer l'offre de services malgré ces difficultés. Donc, nous avons constaté avec le Covid et en 2019 une évolution des pratiques de consultation de nos lecteurs, un peu obligées au début, et puis la pratique est restée après. Donc, nous avons moins de consultations papier et plus de demandes d'articles directement en ligne. Ils nous envoient le DOI et après, il faut qu'on retrouve ça. Donc, dès 2021, nous avons nous avons choisi de nous abonner à des plateformes scientifiques directement, d'autant que c'est assez complexe. Chaque éditeur propose des abonnements pour son pré-carré, mais donc on se retrouve à prendre divers abonnements qui coûtent une fortune pour pouvoir avoir un bon plan de recherche. Donc, pour la côté scientifique, nous avons été obligés de passer à ces abonnements numériques. Et pour les demandes d'articles relatifs à l'histoire de l'art, donc, il reste une pratique du papier. Et donc là, nous privilégions les demandes de reproduction et de prêt entre bibliothèques avec les membres du réseau. Donc, la question est comment maintenir des collections complètes et les signaler. Nous avons choisi de nous concentrer sur certains titres emblématiques de notre collection de périodiques, d'élargir notre panel d'offres à des bases de données et des plateformes d'accès à ces revues, de mutualiser avec les bibliothèques du réseau, d'encourager la demande de reproduction d'articles par PEB. Par exemple, nous avons convenu une convention avec l'INHA pour le prêt, entre l'INHA et le réseau des bibliothèques des musées nationaux, et nous avons décidé d'accepter que la situation ne pourra pas être parfaite. Donc, nous avons également bien avancé sur la migration vers un nouvel outil. Donc, ce nouvel outil est un catalogue qui nous permettra d'accéder aux périodiques numériques par adresse IP pour les chercheurs du C2RMF. Donc, nous avons mis dans la salle de consultation un poste dédié aux recherches par adresse IP, et enfin aux consultations des données numériques. Mais il est également disponible finalement sur chaque poste de l'établissement, puisque l'adresse IP est commune à tous les établissements, y compris Versailles. Donc ce sont des revues, y compris Versailles, y compris en télétravail d'ailleurs. Donc en plus des revues par adresse IP, nous y mentionnons également toutes les revues qui sont en accès libre, comme Materia, International Journal of Conservation Science ou l'ICOMCC. Donc cet outil complète les titres de périodiques que les chercheurs viennent consulter en bibliothèque. Alors, le RBMN, quels outils pour afficher ces collections de périodiques? C'était encore moi? C'était moi. Alors, fort de ces informations, donc vous avez vu, on a essayé on vous a montré qu'on avait essayé de sélectionner quelques revues, puisque c'était des revues qui étaient notées en rouge dans la liste de tous les périodiques pour lesquels on a des abonnements. On s'est posé la question d'une réflexion autour d'un tout petit PCP, sachant également que la cellule du réseau, son objectif, c'est aussi de faire des propositions à l'ensemble des bibliothécaires du RBMN. Puisqu'on est animateur, on pilote, on est parti du principe qu'on peut aussi être cellule qui teste des outils.
Et en fonction de l'intérêt de ces outils pour le réseau, eh bien, après, on essaie d'étendre ces propositions. Donc, Lucie vous a montré effectivement qu'il y avait un outil qui est très utilisé par les chercheurs du C2RMF, qui est le catalogue par adresse IP, mais qui est interne au C2RMF, donc à la bibliothèque. Donc aujourd'hui, on s'est donc posé la question d'un petit PCP à tester au niveau des titres de périodiques de la bibliothèque du C2RMF. L'objectif étant de libérer de l'espace de stockage pour nous, mais si c'est un PCP, l'objectif étant de montrer combien ça pourrait permettre de libérer de l'espace de stockage pour les bibliothèques qui auraient certaines revues, dont on aurait certaines revues en commun. Vous avez compris que nous, notre objectif, c'était aussi de faire des économies de coûts d'abonnement, puisque j'ai un budget qui est malheureusement constant, voire cette année qui a même été un petit peu diminué, donc ça devient très très compliqué de faire face à tout, et notamment aux abonnements périodiques qui, eux, augmentent. Assurer aussi, un petit PCP, c'est assurer aussi une demande de numérisation d'articles. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros morceau, mais c'est quelque chose dont pour lesquels on essaierait de prendre, enfin, on va justement prendre, on va tâcher justement d'assurer cette numérisation. Et afficher une réflexion engagée de politique documentaire commune, puisque bien évidemment, proposer un petit PCP à hauteur de la bibliothèque du C2RMF et l'étendre pour l'ensemble du réseau, c'est aussi une façon de montrer une politique, politique documentaire un peu plus complète pour ce réseau. Et puis, derrière ça, j'imagine vous serez d'accord avec moi, c'est aussi favoriser l'accès aux collections, puisque c'est aussi une façon différente de présenter les collections sur lesquelles on travaille, et améliorer bien évidemment le signalement. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a sélectionné 5 revues. On a été on n'a pas voulu trop se recharger, mais on a sélectionné 5 revues parmi nos revues et en les croisant avec les revues qui étaient pour lesquelles les bibliothèques du réseau avaient un abonnement. Donc ça a été naturellement Tecnet. La revue des musées de France, puisque depuis le début, Lucie se charge de la distribuer aux bibliothèques du réseau. L'objet d'art, puisque souvent elle fait l'objet de demandes d'articles. Et puis, support tracé et Studies in Conservation. Donc, dans cette phase test que nous sommes en train de mettre en œuvre, encore une fois, l'idée est de faire un point bilan, notamment dans le cadre des plénières dont je vous ai parlé, qui font partie des missions que la cellule met en œuvre pour le réseau. On va travailler sur ce petit PCP et puis on fera des points de retour à l'ensemble du réseau dans le cadre de nos plénières pour leur dire finalement comment on avance et quel serait l'intérêt que les autres bibliothèques se greffent à ce PCP en l'élargissant. Donc à notre niveau, on va s'engager à stocker correctement les collections physiques des titres choisis au PCP, sachant qu'on a été confronté à une problématique de place, de recherche de place, notamment quand il a fallu déménager nos collections à Saint-Cyr le mois dernier. Donc on a toujours des problèmes croissants de place, et ce qui signifie qu'on va être obligé parfois de désherber un peu plus d'autres collections. En tout cas, on s'engage à stocker correctement les collections physiques des titres que je viens de vous citer dans la slide précédente. On va conserver une version numérique pour les revues qui sont bien évidemment électroniques. Compléter le cas échéant ces collections pour veiller à ce qu'on ait le premier numéro jusqu'au numéro en cours, les signaler dans le catalogue collectif, le bulletinage et le dépouillement, on va le faire progressivement, et puis bien évidemment les communiquer. En parallèle de ça, un deuxième outil qui pour nous va favoriser le signalement de nos collections, eh bien, c'est ce que je vous disais en préambule de cette intervention, c'est notre changement d'outil. C'est Syracuse qui, je l'espère, va enfin pouvoir nous permettre d'améliorer la visibilité des notices du périodique du CCBMN. Tout simplement parce qu'on va avoir un portail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une page opaque qui nous permet de faire des recherches, mais c'est
très déprimant, puisque derrière, il y a un foisonnement et une émulation de la part des bibliothécaires, et ça s'est absolument pas rendu compte, puisqu'on est sur une page, on a l'impression qu'elle date des années 80. Et surtout, on pourrait même imaginer que c'est une base qui n'existe, enfin qui ne fonctionne plus. Or, elle existe, elle fonctionne, mais malheureusement, elle ne met pas en valeur nos collections. Donc cet outil actuel, bien effectivement, on espère qu'il va afficher, enfin on sait qu'il affichera correctement nos notices de périodiques. On espère pouvoir les enrichir, et c'est la possibilité qu'offre cet outil, vers des plateformes d'accès de périodiques pour les compléter par des notices de dépouillement, ce qui bien évidemment nous ferait gagner du temps. On va pouvoir dédoublonner plus facilement, car les différents exemplaires d'une bibliothèque ne seront plus reliés par les fameuses notices HOL dont vous parlez, Lucie. Et puis, on a aussi grand espoir pour un affichage harmonisé grâce au modèle de réception commun aux bibliothèques pour chaque titre de périodique. Donc, vous l'avez compris, on a mis tous nos espoirs dans ce nouvel outil. On teste un tout petit PCP en espérant pouvoir réussir à entraîner avec nous d'autres bibliothèques du réseau. Et pour finir, on se tient à votre disposition et on vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup à Valérie et à Lucie pour cette première intervention. Donc, nous allons passer à la deuxième intervention consacrée qui s'appelle « Collection de périodiques à la bibliothèque du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, exemple d'acquisition et de valorisation ». Donc, on remercie déjà nos collègues du musée du Quai Branly. Une première sous-présentation sera la présentation des collections de périodiques par Maëlle Malter, qui est la responsable des périodiques, des collections de périodiques. Une deuxième présentation du fonds Le Tonnelier de Breteuil par Sarah Friou-Salgas, la responsable de la documentation des collections et des archives. Et enfin, une dernière présentation de Kiosque du Monde par Paul-Emmanuel Bernard, le responsable de la bibliothèque. Merci. Oui, alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Anne l'a dit, je m'appelle Maëlle Malter et je suis responsable des publications périodiques au sein de la médiathèque depuis un petit peu moins d'1 an. Et je m'occupe également des ressources numériques et de la science ouverte. Donc, dans la prochaine demi-heure, avec Sarah et Paul-Emmanuel, on va essayer de vous présenter un petit peu différents aspects de la collection de périodiques du musée. Donc, je ne suis pas encore une experte de cette collection, mais je vais essayer de vous la présenter et de vous présenter les actions de valorisation qui ont été mises en place autour. Alors, comme les collections d'objets du musée... Comme les collections d'objets du musée, les fonds de la bibliothèque ont 2 origines. La bibliothèque du Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie et une partie de la bibliothèque du Musée de l'Homme. Les périodiques ne font donc pas exception et un rapport d'activité de 2002 du groupe de réflexion sur la politique documentaire du futur musée du Quai Branly mentionne les chiffres suivants concernant les fonds de périodiques. Donc 50 titres vivants et 250 titres morts au MNAO et 790 titres vivants et 3000 titres morts au MH. Seulement une partie des fonds de la bibliothèque du MH sera finalement transférée, soit 1400 titres morts et une partie des titres vivants. Parmi ces titres, de nombreux périodiques rares ou anciens étaient présents. Ils constituent la base de notre collection patrimoniale qui s'est enrichie au fil du temps de dons ou d'acquisitions. Donc, dans cet ensemble d'environ 300 titres, on retrouve des revues scientifiques ou de voyages du XIXe siècle, comme à l'écran, des revues coloniales et des bulletins d'information de missionnaires, des revues d'art et de la presse. Parmi eux, donc, les périodiques du fonds Le Tonnelier de Breteuil, dont Sarah vous parlera dans un instant. Ces collections sont rangées dans une réserve dédiée et elles sont gérées par Marie Ferrini, qui a d'ailleurs organisé cette journée du côté du musée du Quai Branly. Donc j'en profite pour la remercier et pour remercier tout le comité scientifique et d'organisation.
Donc, à partir de la collection qui a été héritée initialement de ces deux musées, le fonds courant et donc non patrimonial a été largement enrichi avec un grand nombre d'abonnements, bien qu'ils soient en légère baisse depuis quelques années, donc de 750 environ à 430 cette année. Actuellement, grâce donc à ces fonds initiaux et aux diverses acquisitions et aux dons, la collection de périodiques contient quelques 6000 titres. Il m'est difficile de vous donner un chiffre précis, mais je peux vous donner donc cela. Nous sommes localisés sur plus de 6600 notices dans le SUDOC, en comptant les notices de périodiques électroniques, et nous avons plus de 138 000 exemplaires qui sont rattachés à des notices de périodiques sur Aleph, qui est également notre SIGB. Donc, je peux aussi vous donner quelques chiffres concernant les abonnements en cours cette année. Donc, on a 431 abonnements, dont 162 titres en ligne. Une trentaine de ces titres est à destination du grand public. Une petite dizaine de titres est à destination d'un public jeunesse, adolescent ou enfant. Et une quinzaine de revues sont des revues professionnelles à destination des collègues de la médiathèque ou du musée. Donc le reste est constitué de revues scientifiques ou artistiques, et donc tout cet ensemble de revues provient d'une trentaine de pays d'éditions différents et sont publiés dans une vingtaine de langues. Nous recevons également de nombreux titres de périodiques en dépôt de la part de la Société des Océanistes, de la Société des Africanistes et de la Société des Américanistes, ainsi que quelques dons d'autres musées ou de sociétés savantes. Ils ne sont pas toujours réguliers, donc quantifier ou suivre ces dépôts et ces dons n'est pas toujours évident. Si on quitte les chiffres pour regarder les sujets, on constate que la collection contient des documents dans de très nombreux domaines, même si l'anthropologie et l'ethnologie sont largement mieux représentées que les autres disciplines. Les différents titres illustrent ses débuts et son évolution comme discipline scientifique, et ils suivent les débats et les théories les plus récentes, en France comme à l'international. L'art représente l'autre discipline importante de la collection, avec des titres spécifiquement dédiés à l'étude des arts et l'histoire de l'art d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, comme les deux exemples à l'écran. À ce cœur thématique s'ajoutent des revues de géographie, de l'archéologie, de la philosophie, de la sociologie, etc. Comme on peut le voir sur ce graphique de 2016, donc, la collection brasse un grand nombre de sujets thématiques. Par exemple, la photographie, la musique et le cinéma, parce qu'il y a une iconothèque et un fonds audiovisuel important à la médiathèque, mais aussi d'autres disciplines comme la linguistique ou la médecine, de par la nature même de l'anthropologie qui tisse des liens avec de nombreuses disciplines scientifiques. Cela reflète bien la politique documentaire de la médiathèque, dont la dernière refonte date de 2016. L'objectif affiché est d'être une bibliothèque de référence en anthropologie, mais aussi d'y établir un dialogue interdisciplinaire. Donc cette vaste collection, qui est assez diverse par ses thèmes, par ses publics visés, par son format, est disséminée dans différents espaces au sein du musée. Au salon de lecture Jacques Kershach, on trouve une sélection de magazines, de journaux et de revues scientifiques. À noter un petit ensemble sur la bande dessinée, car un important fonds de BD du monde entier a été constitué il y a 3 ans pour cet espace. C'est aussi ici que l'on met à disposition du public nos titres jeunesse. En bibliothèque de recherche, une cinquantaine de revues parmi les plus importantes en anthropologie et en histoire de l'art non européenne sont en libre accès pour nos lecteurs. Par ailleurs, une soixantaine de nos abonnements est disposée sur des présentoirs et dans des casiers. Les fascicules y sont disponibles 1 an environ avant d'être descendus en magasin. Et donc le plus gros de la collection est en magasin. Ça représente 2065 mètres linéaires pour les périodiques, dont 218 au fonds précieux. Et les fascicules de la moitié environ de nos abonnements sont en fait directement rangés en magasin après le bulletinage. Plus marginalement, une petite bibliothèque professionnelle proche de nos bureaux accueille quelques titres. Par ailleurs, une collection numérique complète cette collection papier. En effet, dès 2004, il apparaît dans les rapports d'activité le souhait de constituer une bibliothèque virtuelle, notamment grâce à des campagnes de numérisation de périodiques auxquelles la médiathèque participe. Le journal de la Société des Océanistes a ainsi été numérisé et mis en ligne sur Percé dans ce cadre, et dès 2006, 9 bases de données étaient proposées à notre public. Aujourd'hui, ce sont 32 bases de données qui sont mises à disposition du public, donc des bases audiovisuelles, des bases encyclopédiques, des corpus numérisés, et des bases d'archives qui contiennent des revues, mais aussi des plateformes de diffusion assez classiques. Donc, via le portail des revues, nous centralisons les périodiques électroniques auxquels notre public a accès, c'est-à-dire soit des abonnements individuels, soit des périodiques issus des bases que je viens de mentionner, ou alors des revues en open access. Actuellement, ce sont 6000 titres qui sont recensés sur ce portail. Donc une telle collection, dont une grande partie n'est pas en libre accès et qui est disséminée dans différents espaces, y compris en ligne, demande un travail important de valorisation. Celle-ci prend plusieurs formes au sein de la médiathèque, qui met à profit le salon de lecture Jacques Kershach et son implantation au sein du musée. Je vais vous donner quelques exemples de ce qui se fait actuellement, mais aussi de projets auxquels nous réfléchissons. Donc, les rencontres au salon de lecture Jacques Kershach font partie intégrante de la vie de la médiathèque, et plusieurs des rencontres de la saison 2022-2023 mettent à l'honneur des périodiques. Donc 6 rendez-vous ont permis de présenter des numéros des revues politiques africaines, Gradiva évidemment, puisqu'elle est éditée au musée, Terrain et Technique et Culture, avec qui un partenariat est mis en place.
Un autre partenariat permet des rendez-vous réguliers autour du monde diplomatique, donc des rendez-vous lors desquels un acteur, Thierry Blanc, lit un article puis anime un débat autour du thème de l'article. Par ailleurs, la présentation de l'Empire de la presse, une étude de la presse coloniale française entre 1830 et 1880 de Laure de Mougin, a permis de sortir quelques exemplaires de la réserve pour faire dialoguer le livre avec son sujet. Ainsi, en tout, c'est 1/5 des rencontres de la saison qui ont trait au périodique. Et par ailleurs, l'ancien responsable des périodiques, Pierre-Yves Belfils, avait aussi mené quelques présentations de fonds ou de titres particuliers au salon de lecture. Toutes ces rencontres sont enregistrées et peuvent être écoutées en podcast sur le site du musée. La position de la médiathèque au sein du musée facilite également la sélection de certains fascicules dans des expositions, que ce soit au musée ou ailleurs, au même titre que les monographies. Sarah vous en parlera un petit peu plus dans un instant. Donc, ces différentes formes de valorisation permettent de mettre en lumière le fonds courant, comme le fonds patrimonial, mais elles sont chronophages et elles restent exceptionnelles. Des moyens plus simples permettent de mettre en avant les fonds de périodiques au quotidien. Donc, comme je vous l'ai mentionné précédemment, des présentoirs mettent en valeur le dernier numéro d'une partie de nos abonnements courants, que ce soit en bibliothèque de recherche comme au salon de lecture. Le portail documentaire, bien qu'il ne soit disponible uniquement qu'à l'intérieur de l'établissement, a accueilli plusieurs encarts qui mettent en valeur une base de données, donc, comme à l'écran. Et enfin, le portail des revues permet de signaler et donc de valoriser les différents périodiques électroniques disponibles. Mais cela n'est pas suffisant puisque les fonds demeurent peu consultés et il y a beaucoup de travail à faire sur cette collection. Tout d'abord, un gros travail de récollement et de correction du signalement sur le SUDOC est nécessaire. En effet, le travail de fusion des collections du MH et du MNAO, ainsi que le signalement rétrospectif, a été massif et il s'est fait en une quinzaine d'années seulement. Donc il convient maintenant de revenir dessus pour corriger les inévitables erreurs qui sont passées entre les mailles du filet lors d'un tel chantier. Un signalement fiable et de qualité constitue en effet une base indispensable pour travailler ensuite à la valorisation du fonds. La signalétique, notamment, doit aussi être renforcée. Donc, nous sommes en train de réfléchir à ajouter la liste des titres disponibles sur les rayonnages de la bibliothèque de recherche, accompagnée d'un QR code qui renvoie au portail des revues. Les liens entre la collection papier et la collection numérique doivent en effet être renforcés, puisque ce sont des collections complémentaires. On peut aussi imaginer de mettre des QR codes sur les bandeaux de signalétique des titres ou sur des signets glissés à l'intérieur des fascicules, qui renverraient à la version en ligne du titre ou alors au podcast d'une rencontre qui a eu lieu à ce sujet. On peut également envisager d'ajouter de la signalétique temporaire sur les présentoirs. Donc on ne le voit pas très bien à l'écran malheureusement, mais des bandeaux de couleur type nouveauté en orange ou indiquant des liens avec les expositions en vert attiraient peut-être l'œil. Bon, on essaiera de faire mieux en vrai. Par ailleurs, une étagère thématique est systématiquement disponible au salon de lecture pendant toute la durée d'une exposition. Les périodiques papier comme les ressources numériques doivent pouvoir trouver leur place donc, au sein de ces sélections. Et enfin, on peut utiliser la vitrine du salon de lecture Jacques Kershech, qui est un espace d'exposition dédié à la médiathèque. Donc on peut imaginer de nombreux autres dispositifs. Les limites sont évidemment celles du temps disponible pour mettre en place ces idées, mais aussi des contraintes techniques liées à l'absence d'un portail documentaire accessible depuis l'extérieur, à la refonte prochaine du site internet du musée ou à l'absence d'accès distant aux ressources électroniques, auxquelles nous réfléchissons actuellement. D'où le fait que l'on travaille pour l'instant sur de la signalétique, sur des sélections thématiques sur place ou sur des QR codes pour consulter les ressources numériques depuis l'enceinte de l'établissement. Ces idées très simples pourraient permettre d'accroître un petit peu la visibilité de la collection et nous l'espérons sa consultation. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et maintenant que vous connaissez un petit peu mieux le fonds et la collection de périodiques, Sarah va revenir plus en détail sur un fonds en particulier et sur les expositions. Oui. J'ai un petit problème de voix, donc je m'excuse par avance pour les hauts, les bas et la... Voilà. Donc je suis Sarah Frieux-Salgas, responsable des archives au musée du Quai Branly depuis presque 20 ans maintenant. Et j'ai aussi réalisé un certain nombre d'expositions dans lesquelles j'ai particulièrement valorisé les collections de périodiques de notre musée. Donc je vais juste faire un petit retour en arrière que Maëlle a évoqué et pour montrer que la médiathèque du Quai Branly est aussi une ressource, un lieu de ressources exceptionnel pour une histoire culturelle du continent africain, qui est aussi un des enjeux que nous abordons ici depuis plusieurs années. Et donc refaire un petit... voilà. Donc en 2006, lorsque le Quai Branly ouvre ses portes, les enjeux concernent essentiellement, pour ceux qui s'en souviennent, la nouvelle présentation des œuvres originaires d'Afrique, du Proche-Orient, d'Asie, d'Océanie et des Amériques sur esthétique, ethnographique, etc. Donc c'est surtout ces débats-là qui vont faire écho à la création
du musée, et ce qui aussi, les questions que vont se poser les personnes en charge de ce nouveau projet muséographique, c'est aussi de proposer un nouvel espace critique au sein du musée, et c'est aussi pour ça que on a créé cette grande médiathèque qu'on a décidé de faire venir en fait les ouvrages du MAO et du Musée de l'Homme pour à la fois créer un espace critique, et aussi parce que ce musée dépendait à la fois du ministère de la Culture et du ministère de la Recherche, et avait un grand département dédié à la recherche, comme Maëlle l'a expliqué. Et donc cette médiathèque est constituée donc d'une bibliothèque, d'un service d'archives dont j'ai la recherche, d'une iconothèque et de toute une équipe aussi d'un grand fonds, de toute une équipe de bibliothécaires qui s'occupent soit des fonds audiovisuels et sonores, des périodiques, etc. Donc on est une équipe très soudée justement, et où toutes nos spécificités sont en permanence mises en lien dans nos projets respectifs. Et c'est justement, je pense que le Quai Branly est rarement associé à la richesse de notre médiathèque. Et c'est aussi, je pense, cette journée, on est très heureux de pouvoir en parler aujourd'hui, et notamment de la richesse des périodiques, et une médiathèque qui permet vraiment, comme je l'expliquais, de pouvoir étudier de manière tout à fait pertinente et importante à la fois la période coloniale, mais aussi l'histoire culturelle du continent africain, de sa diaspora, depuis les indépendances. Donc pour revenir aux périodiques, on a vraiment constaté l'importance de ces fonds que nous avions dans nos collections à partir de 2009, au moment où le musée a entamé une série d'expositions consacrées à l'histoire de la négritude et du panafricanisme. Et je parle de 2009 parce que justement, une exposition sur l'histoire de la maison d'édition Présence africaine et de la revue Présence africaine a été organisée au musée. Donc là, on est complètement dans l'histoire des périodiques. Et à ce moment-là, c'est une exposition dont j'ai été la commissaire, et à ce moment-là, ça a été l'occasion de voir la richesse de l'histoire de nos collections. On travaille sur les provenances, l'histoire des collections des objets, mais l'histoire des collections de la médiathèque est tout aussi intéressante à écrire, je pense. Et notamment, par exemple, là, on s'est rendu compte que dès les années 30, la revue du Monde Noir, qui aujourd'hui, de Paulette Nardal, qui commence aujourd'hui, une personnalité qui commence à être un peu plus visible, il y a eu un documentaire sur France 5 récemment, avait été achetée par les bibliothécaires, c'était des femmes, du musée d'ethnographie du Trocadéro. On s'est rendu compte que la revue Crisis, qui est une grande revue africaine-américaine qui a été éditée à New York par Du Bois, un des plus grands penseurs sociologues africains-américains du XXe siècle, nous avions les numéros des années 30 dans nos collections. Donc ça, c'était tout à fait formidable comme découverte aussi, et ça raconte quelque chose sur ce qu'était le musée d'ethnographie du Trocadéro. On s'est rendu compte aussi, pour les revues la plus liées au continent africain, que nous avions la revue Abia, une revue camerounaise, Liaison, enfin voilà, des tas de choses tout à fait importantes et rarement visibles. Et ce qui a été assez intéressant, c'est que le Quai Branly a été associé à un grand projet mené par l'INHA, notamment par Zahia Rahmani, pour la création de ce grand portail de revues non occidentales. Et donc voilà, on a eu vraiment l'occasion de valoriser ces fonds-là de manière collective et avec l'INHA. Et ça a été aussi tout à fait important pour aller chercher voilà ce que nous avions dans nos collections. Et finalement, ces expositions et cette richesse des périodiques nous a aussi invités à réaliser un certain nombre d'acquisitions, comme le numéro de Légitime Défense, un numéro publié dans les années 30 de jeunes gens de la négritude ou des revues nigérianes, etc. Et ce qui a été intéressant aussi pour voir le rapport du musée à la médiathèque, c'est que dans l'exposition 20 ans, les acquisitions du musée du Quai Branly, les périodiques et ces acquisitions ont été mises en avant dans la grande exposition et dans le catalogue. Donc on avait réussi notre coup à dire, voilà, nous, la médiathèque, nos acquisitions, et notamment de périodiques et d'autres, on a notre place dans ce qu'est notre institution.
Alors là, je vais revenir plus spécifiquement au fond dont je devais vous parler, mais je pense que c'était important aussi de resituer la médiathèque dans le musée et dans la place que nous avons réussi à prendre aussi. Donc c'est toujours dans le cadre de l'histoire d'exposition, donc le fonds tonnelier de Breteuil. Donc, excusez-moi pour ma voix, hein, je suis vraiment confuse. Donc c'est à l'occasion en fait d'une exposition sur le premier festival des Arts Nègres de 1966 qu'on a été en contact avec ce monsieur qui avait été donc le rédacteur en chef de la revue Bingo, puis d'une autre revue Amina. Et voilà, on avait 1 ou 2 numéros de la revue dans nos collections. Et donc voilà, on rentre en contact avec ce monsieur qui nous a fait le don qui s'est terminé officiellement en 2018, mais ce premier contact date de 2016. Et ce qui était tout à fait intéressant, donc c'est surtout autour de la revue Bingo, ce qui était tout à fait intéressant pour nous, c'est que non seulement ça nous intéressait d'enrichir nos collections, mais qu'on se rend compte que cette revue était complètement au cœur de plein de projets de recherche différents. C'est une revue qui était évoquée dans des colloques, de nombreux articles étaient publiés sur l'histoire des idées, sur l'histoire de la littérature, dans une revue d'art, enfin voilà, sur l'importance de cette revue. Donc pour nous, c'était tout à fait formidable quand on a rencontré ce monsieur dans le cadre de la préparation d'une exposition qui nous propose de nous donner la collection complète de Bingo. Alors qu'est-ce que Bingo? Donc c'est une revue qui est fondée en 1953 et au Sénégal. Donc c'est Ousmane Socé, qui était un intellectuel sénégalais, qui va contacter la famille de Breteuil, qui était une famille de grands magnats de la presse, qui publiait notamment Paris-Dakar, Abidjan Matin. Et Socé va aller chercher quelqu'un pour créer une revue accessible à tous. Et selon Michel de Breteuil, qu'on est allé interviewer, cette revue, en fait, se voulait une sorte de version francophone de grands magazines très populaires et très illustrés qui étaient publiés en Afrique du Sud, comme Drum, ou encore Ebony, qui était une revue africaine-américaine fondée à Chicago en 1945. Donc tiré dans les années 60, donc c'est une revue qui a environ 8000 exemplaires. Bingo avait de nombreux abonnés, une très grande audience, non pas qu'au Sénégal, mais dans toute l'Afrique francophone, et en Côte d'Ivoire, au Cameroun et ailleurs. Et voilà, donc ça, on peut lire différents articles sur ça. Et on y trouvait pêle-mêle des romans photos, des conseils de coiffure, des textes littéraires, des courriers du cœur, des critiques de films, des récits historiques, des portraits d'intellectuels, d'artistes. Enfin, c'était vraiment une revue à la fois très populaire et assez pointue. Alors, pour revenir sur ce don, donc en 2017, suite à une exposition sur le Festival de Dakar de 1966, on prend contact avec Michel de Breteuil, qui a alors 90 ans, et qui était aussi le fondateur de la revue Amina. Et il souhaitait que Bingo soit accessible à tous dans une bibliothèque. Donc on commence à discuter avec lui, et c'était très sympathique. Et là, il nous dit, voilà, moi je vais dans ma maison de campagne à côté de Paris, j'ai plein de choses à vous montrer. Et là, on part avec Pierre-Yves Belfils, le prédécesseur de Maël, on part dans cette maison de campagne, et on se rend compte que non seulement, il y a plein de Bingo, mais il y a aussi des piles, donc là peut-être de périodiques qui arrivaient jusqu'au plafond et qui étaient en fait les périodiques que son père avait créés dans différents pays d'Afrique pendant la période coloniale et post-coloniale, comme Abidjan Matin, Dakar Jeunesse, Guinée Matin, la Dépêche marocaine de Tanger, la Presse de Guinée, Paris-Tana, enfin des tas de choses. Vraiment une mine d'or assez extraordinaire et c'était en train de pourrir dans une maison de campagne. Là, vous voyez ces piles, on arrive, c'était assez marrant de voir ça. Et là, on dit, Bingo, ça nous intéresse, mais ces piles de périodiques aussi, est-ce que vous seriez d'accord pour que ça rentre dans nos collections? Et pour lui, c'était vraiment, il avait 90 ans, pas vraiment d'enfants, de gens qui s'intéressaient à ça. Il a dit, évidemment. Alors là, la question qui s'est posée, comme vous pouvez voir si on revient, c'était évidemment l'état de ces périodiques. Et là, qui avait l'air, en fait, pas très en forme, mais qui on a fait une étude et finalement,
ça allait à peu près. Ça a été un coût de les nettoyer, les restaurer, mais ils étaient bizarrement dans un assez bon état. Donc finalement, on est parti de ce petit don dans Bingo, qui était quand même une revue très importante pour travailler sur l'histoire culturelle, intellectuelle du continent. Je dis bien du continent parce que c'était une revue panafricaine. Et derrière cette espèce d'acquisition extraordinaire de fonds tout à fait majeurs pour travailler sur l'histoire culturelle, mais aussi politique du continent plutôt francophone. Et par ailleurs, ce don a été aussi associé, toujours au même endroit. On est tombé sur des boîtes de photos, de toutes les photos en fait qu'utilisaient les journalistes de Bingo et de Amina pour illustrer ces revues qui étaient des revues très illustrées. Et ça aussi, ça a été un don très important. Alors, là, aujourd'hui, Bingo et tous les numéros dont je vous ai parlé des différents périodiques ont été donc traités, reconditionnés, catalogués, donc sont accessibles aux chercheurs. Les photos, c'est plus compliqué parce qu'il faut toutes les reconditionner, c'est beaucoup plus long les décrire. Ça, on fera ça dans un second temps. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est comme je vous le disais, aujourd'hui, on ne sait l'histoire, le travail sur l'histoire du continent post-indépendance et c'est quelque chose qui est très important chez les chercheurs. Que moi, quand je reçois des chercheurs, je peux les envoyer qui travaillent sur ces questions-là à la médiathèque. Enfin, il y a c'est un vrai cercle vertueux de travailler collectivement en fait d'être une médiathèque pour les chercheurs, je pense, entre les archives que nous avons sur un certain nombre d'événements culturels qui ont eu lieu sur le continent, comme le Panafest Archive, là je ne m'attarderai pas là-dessus, c'est tout à fait intéressant. Et là, on se renvoie la balle un peu systématiquement. Et là, c'est vraiment, je pense, le point fort de notre médiathèque, c'est de pouvoir mener collectivement et aider les chercheurs sur tout ça. Donc, à long terme, l'enjeu, je pense, pour les uns et les autres, c'est de faire en sorte que ces périodiques qui concernent donc l'histoire du continent essentiellement puissent être accessibles d'une manière ou d'une autre pour nos collègues qui vivent dans les pays où ont été édités et publiés ces journaux. On a déjà une première expérience d'un partage d'archives et je pense qu'il y a toute une question sur la mise en ligne de nos périodiques, nos abonnements aussi, ça c'est évidemment important, mais il peut y avoir aussi cette réflexion sur comment mettre à disposition de manière réfléchir collectivement avec nos collègues de bibliothèques de Dakar, Abidjan ou ailleurs, pour pouvoir aussi rendre accessibles certains fonds qui ne le sont plus depuis le Sénégal, etc., la Côte d'Ivoire, pour des tas de raisons. Et réfléchir à ce travail collectif avec nos collègues du continent et nos collègues d'ici. Et donc et c'est vraiment, je pense, aujourd'hui un fonds qui est extrêmement consulté. Et le mettre en avant à travers des expositions, des journées d'études, ça les rend encore plus visibles. Et on est très heureux de cette acquisition et de ce travail collectif autour de ce fonds qui est. Je vous remercie. Alors, moi, je vais être beaucoup plus modeste et plus pratique, parce que je vais vous présenter un petit service qu'on a développé maintenant il y a un peu plus de 10 ans, en 2012, mars 2012, et qui s'appelle Kiosque du Monde, qui est en fait une revue de presse qu'on fait en interne. Donc, l'origine en fait de ce service, c'est le président du musée de l'époque, Stéphane Martin, qui souhaitait voir l'actualité traitée au salon de lecture Jacques Kershach. On a de la presse académique, patrimoniale, etc., comme vous l'ont décrit mes collègues. Mais de la presse d'actu, on n'en avait pas énormément et ils souhaitaient vraiment qu'on mette l'accent là-dessus. Donc du coup, à l'époque, on contacte nos prestataires, EBSCO et Sweat, qui étaient les deux agences d'abonnement avec lesquelles on travaillait. Mais les délais de livraison étaient beaucoup trop longs. Surtout que nous, c'était pas le Times qu'on souhaitait, c'était plutôt,
un truc vénézuélien, Tahiti Info, etc. Donc ça ne marchait pas. Ce qu'on a vu à l'époque comme autre solution technique, c'était du print à la demande. Donc on avait des solutions qui permettaient d'imprimer les journaux, mais c'était du A3 graphé et ça coûtait en plus un bras. Il y avait aussi les bases de données type Factiva, Europress, etc. Mais c'est pas vraiment, ça répondait pas aux besoins, parce que nous, ce qu'on souhaitait mettre en avant, c'était des articles culturels, donc, ou en ethno, sur les zones géographiques qui étaient concernées par le musée. Donc la solution qu'on a trouvée à l'époque, c'était un petit outil de curation qui s'appelle Scoopit. Donc on a identifié à peu près 400 sources, donc des sites de journaux, des sites d'agrégation de contenu, etc., qui avaient flux RSS ou l'URL, et on les a injectés donc dans cette plateforme de curation, et on s'est mis à mettre en avant donc des articles régulièrement sur l'actualité culturelle ou ethnique, ethnographique, etc., en Afrique, en Océanie, aux Amériques, et aussi des trucs plus transversaux. Donc voilà, vous avez peut-être une idée là un petit peu de ce qu'on a pu mettre en ligne. Donc à l'époque, on travaille donc oui avec El Watan, etc., le Jakarta Post. Voilà. On couvre à peu près toutes les zones géographiques concernées par le musée, avec plus ou moins de bonheur. Par exemple, sur l'Océanie, on a moins de presse, et puis c'est l'Empire Murdoch, donc bon, la culture, c'est pas trop son truc. Mais voilà, il y a des zones qui sont plus ou moins bien couvertes. Mais en gros, on avait quand même 400 sources, ce qui nous permettait d'à peu près mettre en gros une vingtaine d'articles par jour. Donc c'est structuré comme ça, vous voyez, en fonction des zones géographiques. On a Amérique, Océanie, Asie, Afrique et à la une. Et on a rajouté depuis 2020 un focus sur la BD, donc la BD extra-européenne en général. Donc après, ça se présente comme ça, c'est mis en avant sur notre site. Ça se présente comme ça. Donc là, vous avez par exemple la rubrique à la une, où vous avez les différents articles qui sont mis en avant. Voilà, donc on va en fait sur ces listes-là. On a énormément de bruit, par contre, c'est le truc qui... C'est une solution qui est intéressante parce qu'elle est très simple à mettre en œuvre. Elle est peu coûteuse, par contre, elle est coûteuse en temps. Au début, quand on était enthousiaste et que tout fonctionnait bien, on était à peu près sur... une demi-journée par jour, vraiment pour alimenter ça. Et sachant que le lectorat ne suivait pas forcément, on avait réduit la voilure après parce que c'était quand même un peu chronophage. Surtout quand vous mettez un site en entier de journal sur ce truc, vous avez tous les articles qui tombent. Donc par exemple, il y a les possibilités d'affiner par mots-clés, pour être plus précis, mais c'est toujours délicat à manier. Par exemple, je me souviens qu'à l'époque, on avait pas mal de journaux sud-américains, d'Amérique centrale, et beaucoup d'articles sur le trafic de drogue. Donc on n'avait rien contre El Chapo, etc. Mais au bout d'un moment, on avait un peu marre, on avait voulu dégager tous les articles concernant le trafic de drogue. Mais du coup, on a raté les articles sur l'usage de psychotropes chez les Mayas, sur l'utilisation de l'ayahuasca en Amazonie, dans le cadre du chamanisme touristique et des études ethnographiques qui sont faites là-dessus. Donc voilà, donc, en gros, on a viré les mots-clés, on a beaucoup de bruit, donc ça prend du temps. Mais après, c'est sympa à faire et c'est assez simple en fait. Donc voilà après ce que ça donne. Donc là, c'est par exemple un article mis en ligne. Donc, là, c'est sur Heritage Daily, qui est un site qui regroupe pas mal d'articles d'archéologie. Donc là, voilà. Donc on va le mettre ensuite en ligne comme ça. Et voilà. Ça, c'est à peu près les stats qu'on a. Donc on a posté depuis 2002 34 200 articles, donc ce qui est pas mal. On a 62 000 visiteurs depuis le début, donc ça, c'est pas beaucoup. Et 170 000 vues. Voilà. Et on couvre à peu près tout aussi. Comme on met des articles venant du monde entier, on a aussi le monde entier qui nous suit. Bon, ça reste comme principalement la France et l'Europe. Mais on peut voir qu'on a une liste de pays. Alors là, on ne voit pas grand-chose en fait. Mais on a beaucoup de pays qui nous suivent à peu près partout dans le monde. Voilà. Et voilà. Merci pour cette intervention. Merci à nos collègues de la bibliothèque du musée du Quai Branly. Nous allons avoir une pause pour reprendre à 11h40, mais nous vous proposons un petit café au niveau de la table en haut de l'auditorium. Voilà, donc on va recommencer à 11h40 avec la table ronde consacrée au plan de conservation partagé. À tout à l'heure.